Alors pour le dernier temps, je vous propose un échange entre Clément et Bernard. Entre Clément, donc, qui est le président d'Animaneo, on avait pour faire suite à tout ce qui s'est dit et puis pour boucler un peu la boucle, on parle effectivement de rôle dans des équipes, on parle d'équipe. Eric a commencé à en parler un peu en disant finalement ce qu'on vit là chez Orange, on fait une expérimentation qui a l'air de... On imagine peut-être une mise à l'échelle. Donc finalement se pose une grande question où dans nos organisations l'environnement des organisations qui évolue très vite, ça n'arrête pas de bouger, les organisations qui doivent évoluer, avec finalement peut-être beaucoup de directives très top-down, la question se pose, c'est est-ce que les rôles dans ces équipes peuvent finalement être contributeurs et amener à faire bouger les lignes dans les entreprises? Est-ce qu'on peut finalement avoir des équipes un peu transformantes, des projets un peu transformants? Donc c'est le sujet. Et Clément ici présent, qui est donc en direct de l'espace, ou presque, va essayer d'illustrer avec un ou deux exemples cette question-là, qui est une vraie question. Et j'en aurai une autre derrière, juste derrière. Ouais, on n'a pas encore signé le contrat avec le CNES, mais c'est en cours. Bonjour à tous, je suis désolé d'être à distance. En fait, on a dû adapter un petit peu la séance à la dernière minute. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parfait, ça, parfait. Ça va de votre... et en fait, on voulait finir en fait, cette séance effectivement en vous parlant aussi de cas dans lesquels le fait de faire évoluer, en tout cas d'amener des rôles comme ça de product owner, de scrum master à l'intérieur de projets qui ont des finalités business peuvent inciter des entreprises à se transformer. Et donc le mouvement, vous voyez, il est pas, on ne décide pas d'abord de changer l'entreprise et ça finit par avoir une répercussion sur les projets business. C'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on ouvre la voie à une expérimentation. En fait, on trouve une occasion d'expérimenter des approches différentes dans la gestion de projet, dans le management des équipes. Et puis, on espère en tout cas que ce sera un succès. Et quand c'en est un, parfois, ça donne la possibilité à ces nouveaux rôles, à ces nouvelles approches de se diffuser à plus grande échelle, dans l'entreprise. Et donc, c'est un peu l'inverse. C'est comment est-ce que ces rôles, l'avènement de ces rôles, peuvent amener une transformation finalement dans l'entreprise. Est-ce que la définition que j'en donne te paraît juste, Bernard? Écoute, oui, tout à fait. Tu avais un exemple précis qui te vient en tête ou... Ouais, alors je voulais vous parler. En fait, j'ai quelques exemples chez Orange. On aurait pu rebondir. Alors c'est plutôt côté grand public qu'OBS en l'occurrence. Mais du coup, je voulais vous prendre l'exemple en fait de ce qui a d'ailleurs été pour moi un des premiers projets qui était tagué agilité. Donc c'était au tout début des années 2000. Et d'ailleurs, c'est même l'avènement de ce projet, le début de ce projet, il était avant février 2001, donc avant que le manifeste agile soit écrit. Et simplement, j'étais tombé sur des articles de Jeff Sutherland, qui est donc un des concepteurs de Scrum, qui parlait de Scrum. Et voilà, je vais vous parler du contexte du projet, mais on s'est dit avec l'équipe qu'on n'était pas si loin finalement de faire des choses qui ressemblaient à ça. Et on a cherché à adapter nos approches de la gestion de projet. Et vous allez voir, il y a eu des répercussions intéressantes à l'échelle de l'entreprise pour le coup, alors qu'on était engagé sur un projet qui avait une finalité business vraiment directe. On n'était pas mandaté pour faire une transformation dans l'entreprise. Du coup, ça se passe dans une entreprise qui s'appelle Moneyline, en l'occurrence, qui fait des terminaux de paiement électronique, globalement qui travaillent sur les moyens de paiement au sens large. Donc, ils ont une activité, une branche sur les terminaux de paiement électronique, une branche sur les scanners de chèques bancaires et une branche sur les paiements en ligne. Et c'est vraiment tout début des années 2000, donc c'est encore vu comme des technologies nouvelles, on va dire. Et du coup, moi, je suis embauché dans cette boîte, en fait, pour m'occuper de la R&D, de la nouvelle ligne de scanner de chèques bancaires.
Et cette partie scanner de chèque bancaire représente en gros 30% des bénéfices du groupe, en fait. Donc il y a un enjeu stratégique important, renouvellement de cette ligne de scanner de chèque bancaire. Et bon, j'ai été recruté dans des conditions un peu particulières, on va dire, parce qu'il se trouve que le patron de cette boîte, je peux en parler parce que ça commence à faire un petit moment, sur un coup de tête, il a viré, c'était quelqu'un d'assez particulier, le patron de cette boîte, et il a viré une personne qui était vraiment la ressource critique, super critique de sa boîte. Et en gros, il s'est rendu compte des conséquences, mais après avoir fait l'action de le virer. Et donc moi, je suis arrivé dans cette situation-là. Et j'ai eu la chance, en fait, donc en l'occurrence, on parle des scanners de chèques bancaires. Et ben, quand on vend des scanners de chèques bancaires, en face de nous, on a des clients qui sont des banques. Et les banques, c'est des grosses machines juridiques. Et quand ça se passe mal avec un fournisseur, et surtout quand on parle de gestion des chèques bancaires, et surtout en 2001, où il y a encore quand même à cette époque-là quand même beaucoup de chèques qui circulent, et ben, ils ont une certaine capacité à mettre la pression sur leurs fournisseurs. Donc ce qui se passe, c'est que pendant 6-8 mois, il n'y a personne pour s'occuper des scanners de chèques bancaires. Et cette pression, elle remonte dans les étages et elle arrive jusqu'au COMEX de Moneyline. Et donc c'est dans cette situation-là que j'ai été recruté. Et j'ai commencé par m'occuper simplement d'essayer de résoudre les problèmes qui se posaient, les problèmes techniques, mais aussi un peu fonctionnels, des problèmes aussi liés à des relations avec les clients. Et évidemment, j'ai assez facilement rempli mon seau de crédibilité dans cette entreprise, parce que avant moi, ça ne se passait pas bien. Et après moi, ça se passait mieux. Et en même temps, je n'ai pas trop de mérite, c'est juste que avant moi, il n'y avait personne pour s'occuper des problèmes. Donc le fait de remplir mon seau de crédibilité, vous allez voir, ça je pense, en tout cas dans ma lecture de ce qui s'est passé après, a joué beaucoup en faveur du fait que ce projet est devenu un projet transformant pour l'entreprise. Et donc on arrive, riche de cette crédibilité, on arrive au moment, quelques mois finalement après que je sois rentré dans la boîte, où l'idée, c'est de renouveler cette ligne de scanner de chèques. On me propose de piloter ça. Et en fait, j'ai aussi un deuxième contexte favorable autour de ce projet, c'est que avant de rentrer dans cette entreprise, j'étais entrepreneur, multirécidiviste dans des sujets assez techniques à cette époque-là. Et en fait, le lancement de cette ligne de scanner de chèques est l'occasion de recruter un certain nombre des compétences dont on a besoin pour faire ce projet. Et du coup, je recrute tous mes petits copains de mes boîtes précédentes. Ça aussi, ça a joué beaucoup dans le fait que ça ait bien marché. Donc on a, en gros, la situation, c'est qu'on a un projet hyper stratégique. On a une petite équipe resserrée qui se connaît très bien, qui prend du plaisir à travailler ensemble. On a un crédit important auprès de la direction de l'entreprise. Et puis on a la chance d'avoir un management direct qui est très dans la confiance. Et qui nous laisse finalement faire les choses, voilà, qui nous donne un budget de R&D conséquent et qui nous fait confiance pour réaliser le projet. Et du coup, on décide d'implémenter Scrum. Alors, ce n'était pas du Scrum by the book, un peu comme ce que Wanning a décrit. C'est-à-dire qu'on avait le principe d'amélioration continue, on avait le principe de sprint, on avait du management visuel, on avait un certain nombre de rituels qui ressemblent un peu à ce qu'on appellerait maintenant du PI planning, donc pour faire de la planification à assez long terme, parce qu'on ne parle pas que d'un produit, mais d'un programme avec différents produits. Et puis ça marche pas mal. Alors je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais simplement on s'était engagé. Initialement, on avait imaginé que renouveler la ligne de scanner de chèques, ça allait coûter 5 millions et durer 2 ans. Et puis en fait, ça a duré 2 ans et ça a coûté 6 millions. Sauf que, alors on a fait un petit dépassement de budget.
mais pas un dépassement de délai. Et donc, il y avait un enjeu de time to market qui était très important parce qu'on avait donc, cette problématique de renouvellement de la ligne de scanner qui était la vache à lait de l'entreprise à cette époque-là. Et en fait, simplement pour 6 millions, donc pour 1 million d'euros de plus, on a dépassé en fait les objectifs. C'est-à-dire qu'on a fait, sur les scanners de chèques bancaires, il y a un logiciel dont les licences coûtent très cher. C'est le logiciel qui fait de la reconnaissance d'écriture pour lire automatiquement les montants sur les chèques. Plutôt que de le sous-traiter et d'acheter des licences, on l'a développé en interne avec notre équipe. Donc ça, c'était certes un peu plus coûteux, mais par contre, en termes de rentabilité du produit, c'était hyper intéressant. Et puis sur les scanners, donc les plus petits scanners de la gamme, on avait une architecture matérielle et sur lequel on devait s'appuyer initialement sur des sous-traitants. Et puis comme l'émulation technique était excellente dans notre équipe, on a décidé de le faire nous-mêmes. Et donc on a aussi pris en charge le développement des parties vraiment embarquées en fait sur les cartes électroniques qui ont été développées pour le coup. Et donc ça, en fait, cette dynamique-là, alors qui préexistait finalement dans notre équipe, hein, elle ne s'est pas créée au sein de Moneyline, elle existait avant parce qu'on se connaissait bien, on avait pris déjà du plaisir, on avait déjà traversé un certain nombre de moments aussi turbulents dans mes boîtes précédentes. Et puis, je pense aussi, il y a un autre aspect qui jouait beaucoup en notre faveur, c'est qu'on s'est approprié ce produit comme si c'était notre entreprise, en fait. Ça, c'est aussi un point qui me paraît intéressant. C'est qu'on a abordé ça pas sous un angle strictement technique, on l'a abordé sous un angle vraiment très global, comme si on avait la chance en fait de refonder une entreprise au sein d'une plus grande entreprise, avec simplement la différence d'avoir beaucoup plus de moyens pour réaliser nos projets. Et du coup, ça a mis la puce à l'oreille. Enfin, constatant que c'était plutôt une réussite, et ben le CEO de la boîte m'a demandé de faire la transformation de l'entreprise et donc de diffuser ces pratiques, cet état d'esprit à l'échelle du groupe qui faisait 800 personnes. Voilà, et donc ça c'est un exemple que je trouve assez sympa, en tout cas moi qui m'a beaucoup inspiré. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du conseil et à croire du coup que j'étais plus intelligent que les autres. Mais c'était vraiment c'est un truc qui m'a donné beaucoup de foi en fait dans ces approches et dans le fait qu'effectivement on pouvait commencer par faire un projet business avec sans velléité de changer la boîte, mais simplement de bien réussir le projet et de tirer une expérience de ce type de projet pour en faire un projet de transformation d'entreprise. Alors, merci pour ce retour. Alors c'est vrai que là visiblement, tu as quand même bénéficié d'un espèce d'effet d'aubaine, un petit coup de bol parce que tu es arrivé un peu comme un sauveur. Mais est-ce que, alors ça c'est une question que je pose à tout le monde finalement, est-ce que vous pensez que tout à chacun, dans son rôle de Scrum Master, de PO, dans son projet, dans son équipe, on a tous capacité quelque part à trouver un espace de liberté pour venir transformer ou aider à bouger les lignes dans nos entreprises? Ou est-ce que là, c'est vraiment un cas particulier, c'est un coup de bol? Je ne sais pas si... Là. Ouais. Quel est ton avis, Clément? Ah oui, c'était à moi que tu posais la question. C'était à la cantonade, mais c'est pour lancer un peu le débat. Et moi, alors, je pense qu'on a parlé de 3 rôles principalement. En fait, si je reviens sur l'aspect un peu opérationnel, dans le dur de l'agilité, on a parlé de PO, de Scrum Master et de coach agile. Et du coup, alors, je suis complètement en phase avec Wanig sur le fait que pour moi, le Scrum Master et le Product Owner, ce sont des cochons. Ils sont réellement impliqués dans le projet. On attend d'eux qu'ils amènent une contribution qui maximise la valeur apportée par le projet au client et donc à l'entreprise, bien sûr. Et donc, évidemment, le PO, moi, je le vois beaucoup sur l'aspect maximisation de la valeur par une bonne compréhension, une bonne priorisation des besoins clients et une capacité à faire passer cette vision à l'équipe qui réalise. Donc, il a un enjeu majeur, un impact majeur, à mon avis, sur sa capacité à maximiser la valeur du projet par cette action. Le Scrum Master, je le vois plutôt sur une action, sur une somme d'actions
qui vise à mettre les mains dans le cambouis avec l'équipe. J'aimais beaucoup la présentation de Wannig à ce sujet-là. Pour moi, le Scrum Master, c'est un membre de l'équipe, mais qui utilise autre chose qu'un clavier. Donc, si c'est une équipe de développeurs, lui, il ne va pas utiliser le clavier de son ordinateur pour coder, pour amener de la valeur. Il va s'engager dans des actions qui ont de la valeur d'une autre manière pour l'équipe. Et je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que moi, je ne m'attends pas à ce que le Scrum Master il quitte le bateau à un moment. Et d'ailleurs, moi, j'ai été très inspiré. J'ai eu la chance de voir alors, notamment une personne qui s'appelle Petra Scapa, qui est d'ailleurs le patient zéro du rôle de Scrum Master, parce qu'il se trouve qu'elle travaillait avec Ken Schwaber, qui est le deuxième concepteur de Scrum dans l'entreprise gazière au Canada dans laquelle il a développé Scrum. Et il se trouve que Petra, c'est la première qui ait eu ce rôle de Scrum Master dans cette entreprise. Et en fait, quand on voit Petra agir, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui posait la question d'où ça vient les Scrum Masters, je crois, quelle formation ils ont eu. Elle était elle était RH, en fait. Elle s'occupait des problèmes sociaux dans l'entreprise à la base, puis elle était passionnée de développement et elle s'est lancée là-dedans, puis dans le développement informatique. Puis elle s'est rendue compte qu'elle ne serait jamais aussi bonne que tous les geeks qu'elle avait en face d'elle. C'était pas possible, elle ne rattraperait jamais son retard. Mais par contre, elle savait amener de la valeur sur les projets d'une autre manière, en s'investissant dans les projets d'une autre manière, en ayant du culot, en poussant les portes, en cassant les murs, en trouvant tous les moyens qui permettent à une équipe d'atteindre sa pleine productivité. Et quand on voit Petra agir, quand on voit son investissement dans les projets, on ne doute plus jamais du fait qu'un Scrum Master, ça peut apporter beaucoup de valeur dans une équipe projet. Et je pense qu'en fait, le JC disait que le rôle de Scrum Master avait décliné ces derniers temps. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vois que dans les années 2000, on parlait beaucoup du Scrum Master comme le rôle emblématique de l'agilité. Aujourd'hui, on parle plutôt du PO comme rôle emblématique de l'agilité. Et ce qui a fait ce déclin, à mon avis, c'est que probablement les Scrum Masters n'ont pas été suffisamment accompagnés, formés, qu'on n'a pas assez fait passer tout l'investissement et toute la malice qu'il faut pour être un Scrum Master efficace qui apporte beaucoup de valeur dans une équipe. Et du coup, ce rôle est un peu tombé, enfin voilà, c'est un peu à diminuer son aura parce qu'on en comprend moins la valeur ajoutée.